simplement pour ce qu'on est. Mais c'était sûr en fait. Évidemment. Il fallait que Guillermo del Toro, Guillermo le labyrinthe de Pan del Toro, un de mes plus gros kiffs d'adolescence, s'attaque à Frankenstein. Évidemment. Et évidemment qu'il allait falloir que je me retape le livre. Bien sûr. Alors je l'ai vu le film. Je l'ai lu le livre. Parce qu'après en avoir parlé en short. C'est ennuyeux à mort, Frankenstein. Évidemment qu'il allait falloir que j'en parle. Et la vérité, après avoir relu Frankenstein de Mary Shelley, c'est que... j'avais tort. Pour mettre un petit peu de contexte, faut voir dans quelles conditions j'avais lu Frankenstein de Mary Shelley à l'époque. Et faut voir d'abord que je l'avais pas terminé. J'avais fait à peu près le premier quart, pas beaucoup plus. Et c'était un moment où j'étais en plein été, en pleine canicule. Et c'est un moment de ma vie où j'avais en gros tout laissé et fait tapis pour commencer une nouvelle vie à partir de zéro. Donc j'avais envie d'action, d'énergie, de lumière. Bref, absolument pas ce qu'on va retrouver dans Frankenstein de Mary Shelley, qui est décidément un roman d'automne. Ça va bien avec l'énergie qui descend, avec les teintes automnales, avec la petite dépression qui va inévitablement avec l'automne, avec la remise en question, avec le doute, les sentiments, parce que Frankenstein de Mary Shelley, c'est un roman gothique, quasiment romantique dans ses approches et dans ses symboles. Il faut voir que Mary Shelley, c'était une poétesse. Elle était entourée de poètes, de littéraires, et ça se sent dans son écriture. Il y a beaucoup d'images qu'on pourrait dire des images d'Épinal. C'est vraiment des très très gros contrastes, des très gros sentiments. On va avoir par exemple le Victor Frankenstein qui très régulièrement se retrouve seul à rêver en regardant le ciel dans une barque au-dessus d'un lac. Donc il est entre deux étendues d'eau, les eaux du ciel et les eaux de la terre. C'est un roman de sensations, pas d'action, de sentiments, pas tant que de raison. Et c'est pour ça que j'avais un petit peu décroché. Maintenant, de là à dire que c'est un roman ennuyeux, désolé Corentin du passé, mais tu t'es trompé. C'est pas un roman ennuyeux, c'est un roman qui prend le temps. Et un roman qui prend le temps, c'est pas tellement ma came en général, mais ça l'est beaucoup plus dans une période automnale. En plus, pour un roman qui prend le temps, le Frankenstein de Mary Shelley va commencer à accélérer à partir du moment où on est à la deuxième moitié du bouquin. Quand la créature est à l'extérieur, qu'elle a rencontré Frankenstein et qu'elle a raconté son histoire, là soudain tout s'accélère et on passe dans un roman où il se passe beaucoup plus de choses. Quand j'ai attaqué la deuxième moitié, j'étais complètement dérouté, je me disais mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des tas de trucs qui se passent alors qu'on était sur un roman très méditatif dans la première partie. Bref, dire que Frankenstein c'est un roman ennuyeux, c'est faux. J'avais tort et merci, j'avais tellement tort. Heureusement, j'avais tort. Maintenant, dans les points que je continue à trouver un peu discutables, il y a les motivations de Frankenstein. Qu'est-ce qui le pousse exactement à vouloir créer sa créature? Un petit peu tout à la fois. D'un côté, il veut vaincre la mort, d'un côté, il veut jouer à Dieu, d'un côté, il veut avoir une espèce de descendance. C'est pas exactement clair et surtout, le point de départ de tout ça est vraiment très très flou. Maintenant, par la suite, c'est très très bien développé et si le démarrage me paraît un peu faible, Frankenstein est beaucoup plus clair dans son développement que dans son introduction. C'est un truc que le film de Del Toro corrigera assez bien, par ailleurs. Maintenant, le fait que les personnages soient émus et ressentent plus qu'ils ne pensent ou qu'ils ne fassent, c'est un truc qui continue de me poser problème parce que quand Frankenstein va croiser la créature pour la première fois, il va la soupçonner immédiatement que la créature est coupable d'avoir tué un enfant. Et ça, le hic, c'est que c'est pas du tout prouvable. Et Victor Frankenstein va accuser la créature très très vite, alors qu'il n'en a aucune preuve. Ça s'avérera vrai, mais ça sort un peu de son chapeau. Il y a un point où j'étais confus par rapport à Frankenstein, c'était quelle est la thématique ? Parce que d'un côté, il y avait la question du scientifique qui se veut faire Dieu, c'est comme ça que m'avait été vendu le film de Del Toro par ailleurs, c'est qu'est-ce qui se passe quand l'homme veut devenir Dieu. Et dans le même temps, par les films de la Hammer notamment, j'avais l'image d'un Frankenstein qui veut surtout déjouer la mort, qui veut surtout ressusciter les morts en quelque sorte. Et dans les thématiques posées par Mary Shelley, c'est pas très clair non plus. Qu'est-ce qu'il veut exactement? Comme il n'y a pas de motivation directe, il s'entend très bien avec son père, sa mère est morte quand il était assez jeune, ce qui a été une perte, mais ça n'a pas traumatisé outre mesure. Victor Frankenstein, accessoirement, est amoureux de Elisabeth Lavenza, qui est à la fois son amie d'enfance, sa compagne de jeu, sa future épouse, avec qui résolument tout se passe bien. Il est vraisemblable qu'ils vont se marier et vont faire des enfants. Donc a priori, il n'y a aucune raison de douter de quoi que ce soit. Bref, il n'y a pas de motivation extérieure, semble-t-il, à ce que Victor Frankenstein commence à faire sa créature. Maintenant, dans le développement, c'est beaucoup plus intéressant. Le fait qu'il y ait justement une situation où tout va bien
pousse ses proches à vouloir le corriger beaucoup plus vite. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on va parler d'Elisabeth Lavenza, qui est, je pense, la vraie héroïne de Mary Shelley. Pourquoi ? Parce que Elisabeth Lavenza, dans le livre, a toujours raison, a toujours les mots justes, fait toujours la bonne action. Et donc, j'en ai déduit que c'est elle qu'il fallait écouter quant à la morale du livre. Et c'est là où on arrive sur les thématiques. Première thématique de Frankenstein, le livre, la question de la paternité, de la création, et en fait de la transmission des nouvelles générations. Parce que ce que veut faire Frankenstein, dans le fond, c'est créer un être qui lui ressemble, à qui il pourra tout enseigner, et sur qui il aura de l'autorité pour avoir une espèce de succession et une poursuite de la vie au-delà du temps. Et ça, je l'ai noté dans mes notes quand j'ai lisé le bouquin, c'est fais un bébé, fais un enfant. Et ce sera justement la solution que lui proposera Elisabeth Lavenza. Quand elle voudra parler à Victor Frankenstein, elle lui dira, mais globalement, calmez-vous sur vos recherches, ça vous rend malade, songez plutôt à notre mariage et à ce qu'on fonde une famille heureuse. C'est même la recommandation du père de Frankenstein. Donc au final, la thématique de la paternité de la succession se résout en disant il faut que les ambitions des hommes soient tempérées par la bienveillance et l'amour d'une figure féminine, maternelle, qui tendent à calmer les ambitions des hommes pour les amener vers la famille. Et c'est probablement pour ça aussi que le bouquin m'avait un petit peu dépassé la première fois, parce que j'aime bien un type de mythologie très masculine. C'est-à-dire que j'aime bien les bouquins où on va à la conquête de quelque chose, où on va découvrir une nouvelle terre, où on va apprendre quelque chose sur soi-même et ensuite le ramener auprès de ses proches. Là où la grande mythologie féminine, c'est plutôt qu'il faut domestiquer, calmer, apaiser une figure sauvage, pour l'amener à la civilisation avec de l'amour et de la compassion. Cela dit, encore une fois, ça se marie plutôt bien avec le caractère automnal. Il y a une deuxième thématique qui est celle que la créature va amener avec elle, c'est le questionnement métaphysique. Je me pose un moment parce que je commence à avoir mal au bras. Donc, le questionnement métaphysique que va apporter la créature, ce sont les grandes questions que tous les êtres humains se posent. Qui suis-je ? Où cours-je ? Dans quelle étagère ? Et ces questions sont nées de façon particulière, parce que ce qui a fait de Frankenstein un classique, c'est que ces questions sont posées par une créature créée de toutes pièces artificiellement par un homme. Et ça, je vais devoir parler avec un lexique chrétien, parce que c'est celui qu'emploie Mary Shelley dans son bouquin, c'est en fait les questions que nous posons, êtres humains, par rapport à notre créateur, qui dans le lexique chrétien est Dieu, un être parfait, d'une intelligence et d'une bonté infinie. Mais là, ces questions-là sont posées non pas par l'homme, mais par une créature créée par l'homme, donc une créature imparfaite. C'est la créature d'une créature, créatureception. Sans compter que, un peu comme Adam, le premier être humain, la créature de Frankenstein est la première de son espèce, c'est le premier être. Et ça amène au positionnement de la créature. Ce que je vous ai dit là, la question de la création, de l'homme qui se prend pour Dieu, de la créature qui se pose des questions par rapport à son créateur, c'est généralement ce qu'on voit dans les analyses de Frankenstein. En tout cas, c'est ce que j'en ai entendu. Mais il y a un thème qui n'a, à ma connaissance, pas souvent été soulevé, c'est la question de la créature qui ment, potentiellement, et de la question du vice. Pourquoi ? Parce que la créature lit, et quand elle va choisir ses modèles dans ses lectures, notamment dans Le Paradis perdu de John Milton, elle ne va pas choisir Adam, le premier homme, comme je m'y serais attendu, elle va choisir la figure de Satan, le diable. Et en l'occurrence, Satan, dans ses descriptions, c'est le prince du mensonge, celui qui ment en permanence, c'est le séducteur. Et donc, même si on a vu dans le bouquin que Victor Frankenstein était un personnage orgueilleux et paranoïaque, les doutes qu'il a par rapport à sa créature sont légitimes. Quand on a quelqu'un qui s'identifie à Satan, on peut en douter, c'est pas de la folie, c'est juste être raisonnable. Ce qui fait que, dans le livre de Mary Shelley, on peut pas s'arrêter à simplement se dire « la créature est très gentille, Victor Frankenstein est très orgueilleux, et ça s'arrête là ». Non, il y a quand même un truc qui est pas clair par rapport à la créature, dans ses motivations, dans son récit. Elle peut être sincère, mais elle peut potentiellement enjoliver les choses. Elle peut au moins cacher ses intentions. Et ça va m'amener donc à un troisième thème, c'est la question du péché, du vice et de la culpabilité, qui est probablement le thème le plus important du bouquin, même si c'est pas forcément celui qui est le plus explicite. En gros, quand Frankenstein va s'intéresser à sa création, il va d'abord être séduit par la perspective de créer sa créature. Il va fantasmer, il va y penser jour et nuit, il va y perdre le sommeil, sacrifier sa santé, et au bout d'un moment, il va le faire. C'est exactement ce qui se passe quand on voit l'articulation chrétienne du péché. On commence par être séduit par le diable, et ensuite on commet le péché. Et qu'est-ce qui se passe immédiatement après ? On regrette parce qu'on se rend compte qu'on a commis le mal. Et vous savez quoi ? C'est exactement ce que fait Frankenstein. Sitôt que la créature respire, il prend peur et il va se coucher. Peur qui sera encore amplifiée quand la créature viendra le voir dans son sommeil. Mais là, contrairement au film de Del Toro, plutôt que d'accueillir la créature, Frankenstein prend peur et fuit.
Cette fuite va continuer le thème du vice, puisque plutôt que de s'avouer qu'il a fait quelque chose d'horrible et de tenter de corriger son erreur, Frankenstein va la cacher, il ne va en parler à personne, et surtout il va se prétendre innocent de tout jusqu'au bout ou presque. Et ça, dans l'articulation chrétienne de la chose, quand on ne s'avoue pas sa faute et qu'on persévère dans le mal, dans l'orgueil, eh ben ça finit forcément très mal, surtout quand on ne cherche pas la rédemption. Et cette rédemption, Frankenstein ne va jamais la chercher. Mais jusqu'ici, vous pourrez me dire, ouais, mais peut-être que tu suranalyses, il n'y a peut-être pas ça. Ok, mais alors qu'est-ce qui se passe quand la créature demande à Frankenstein de recommencer ? Il est d'abord séduit par son discours, il hésite, il y pense, il met tout en place, il est en train de recommencer, et soudain, au plein milieu de l'acte, il décide de se retourner contre la créature et de refuser ce qu'elle lui a demandé. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? La créature, qui ricanait dans le noir à ce moment-là, se retourne contre lui et va lui dire « Vous êtes mon créateur, mais je suis votre maître, obéissez ». Ça, je suis désolé, c'est le langage du vice. C'est le langage de l'addiction. Si vous pensez par exemple à un alcoolique, quelqu'un qui va commencer à boire, à s'enferrer dans son addiction, va commettre le mal, il va boire, créer son addiction, et puis au moment où il va s'avouer son erreur et vouloir lutter contre, et dire maintenant stop, ça suffit, qu'est-ce qui va se passer ? Son corps va se retourner contre lui et lui dire non, tu m'obéis, tu bois, c'est tout. Et il va falloir des efforts surhumains pour réussir à s'en sortir. Donc c'est clair ou pas que j'ai aimé le bouquin ? Là-dessus, passons au Frankenstein de Guillermo del Toro. Ah là là, Guillermo. S'il y a un réalisateur en ce moment qui pouvait bien réaliser un Frankenstein, c'est probablement Guillermo del Toro. Il réussit à avoir une esthétique gothique au possible. On a tout ce qu'on veut. De la démesure, c'est un opéra. On est à fond. Et ça, c'est un truc qui me plaît beaucoup. Il y a un proverbe qui dit « pas de demi-démesure ». J'adhère à fond à ça. Le film de Del Toro va à fond. Il s'arrête jamais. C'est une avalanche d'images complexes. J'ai eu l'impression en fait de voir des peintures animées pendant tout le film. C'est sublime. La rétine mange, elle mange du foie gras. Ah, nam, 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 nam. Encore s'il vous plaît, il y en a encore un peu. Allez, on reprend. C'est vraiment super bon. En plus de ça, le casting joue extraordinairement bien. Si vous cherchez une redite exacte du bouquin, c'est pas du tout ce que vous allez trouver. Mais si vous me connaissez, vous savez que je m'en fiche. La question quand on fait une adaptation, c'est pas de refaire exactement le livre ou la chanson ou l'histoire d'origine à l'identique. Le but, c'est de trouver l'essence de l'histoire et de la raconter avec les codes d'un autre médium. Et en l'occurrence, Del Toro réussit tout à fait à faire son Frankenstein au cinéma, qui va donc diverger un petit peu du Frankenstein de Mary Shelley, qui était un roman, avec les thématiques de Mary Shelley. Et c'est justement la question des thématiques qui me pose problème chez Del Toro. Non pas que c'est mal fait, mais c'est un peu foutraque. Dans le sens, on a tout et pas son contraire, mais on a tout et on a de trop. Frankenstein veut déjouer la mort, c'est sa motivation de base, et c'est lancé par le fait qu'il a perdu sa mère et qu'il avait un lien très très fort à elle, et ensuite n'a eu un lien que catastrophique avec son père. Bon, pourquoi pas ? Ça fonctionne, et c'est un truc dont je suis plutôt client, parce que ça éclaircit beaucoup mieux son point de départ. C'était un peu ce qui me posait problème avec le livre de Mary Shelley. Donc en soi, on a un excellent point de départ, une excellente motivation. Tout se met extrêmement bien en place. Jusque-là, nickel, tout bien. Maintenant, le truc, c'est que cette question est traitée un petit peu, pas par-dessus la jambe, mais c'est un peu traité à la surface. Une fois que la créature est créée, il y a la question de « qu'est-ce que je fais maintenant ?» Très bon, mais en même temps, question « qu'est-ce que tu fais maintenant ? Tu réanimes des cadavres ? C'était pas ce que tu voulais faire ? Si ? Après, que fait Frankenstein de son invention ? Pas grand-chose, et c'est très surprenant vu le caractère du Frankenstein du film, qui est vantard, qui a voulu faire des coups d'éclat, qui est en contact avec la presse, qui est orgueilleux au possible et n'a pas du tout de culpabilité, contrairement au Frankenstein de Mary Shelley. Du coup, je comprends pas bien pourquoi il n'en parle pas. Si c'est qu'une question d'argent, il pourrait tout à fait en chercher un petit peu plus loin, ou pas un autre donateur. Donc cette motivation me paraît un peu légère, et le truc c'est qu'on n'en saura pas plus parce que l'après-création de Frankenstein n'est pas du tout traité par le film. Et ça, pour moi, c'est un gros bémol. Le point principal du Frankenstein de Mary Shelley, c'est la culpabilité que ressent Frankenstein. Pourquoi c'est pas traité dans le film ? Je sais pas, et j'aurais bien aimé en savoir un peu plus. Pour la créature, on a un petit peu de tout, et tout est traité à la surface encore une fois. Typiquement, le dilemme de la créature dans le livre, c'est de dire « personne ne m'a jamais aimé ». Frankenstein ne lui a pas adressé la parole, l'a fui,
2 fois, et ensuite la créature s'est retrouvée toute seule, a été confrontée au froid, à la faim, aux créatures sauvages, et surtout au rejet systématique des hommes qu'elle a croisés, à part un aveugle, pendant quelques instants. Et ça, c'est la motivation principale de la créature dans le livre qui l'amène à dire « Je veux une compagne, je veux quelqu'un qui me ressemble, puisque de toute évidence, je suis tout seul, je suis tout le temps tout seul, tout le monde me déteste, je fais peur aux gens, donc c'est pas la peine, au moins laissez-moi vivre dans mon coin avec quelqu'un, parce que j'en peux plus d'être tout seul. » Et ça dans le film, c'est pas du tout abordé. Pire encore, c'est désamorcé. Parce que fait Frankenstein quand il voit sa créature debout pour la première fois? Il la prend dans ses bras, il lui fait un câlin. Donc du coup, la créature n'a pas ses daddy issues. Et donc du coup, si elle voit que son papa l'aime a priori, tout va bien. Et pourquoi est-ce que Frankenstein se comporterait mal avec, après? C'est assez curieux. Alors oui, c'est bien traité dans le film, mais la question de l'amour, du vide que ressent la créature, me paraît beaucoup plus léger et beaucoup moins fondamental. Ce qui est très curieux, dans une histoire gothique qui traite autant ces thématiques avec autant de sérieux et autant de profondeur, je suis assez surpris de voir que c'est traité un peu comme ça, quoi. D'autant plus que la créature va rencontrer quelqu'un avec qui elle va établir un lien sur le long terme, et qui va même dire « je suis ton ami ». Donc je me suis dit ok, du coup, fin du film. C'est bon, il n'y a plus de problème pour la créature, elle se fait des amis, alors il faut juste trouver un peu des subterfuges pour pas qu'on voit qui... Tu es laid. Par ça, tout va bien. Donc cette thématique-là, j'arrive pas bien à comprendre ce que veut faire le film avec, d'autant plus que, tout à la fin, attention spoiler, la créature est seule, absolument seule. Peut se faire des amis avec un beau discours, mais elle est seule au pôle Nord. Donc je comprends pas bien la morale du film par rapport à ça. Et en ce qui va concerner maintenant la question de la vie et de la mort, il y a une thématique qui est installée par le film de l'invincibilité et de l'immortalité de la créature. Je trouve ça très intéressant. C'est pas du tout dans le bouquin, mais pour le coup, j'aurais voulu que ce soit traité. On aurait pu avoir du coup une créature de Frankenstein qui serait devenue une figure de vampire ou plus anciennement du juif errant, c'est-à-dire de quelqu'un qui ne peut pas mourir et qui est condamné à errer sur Terre en permanence. Ça, c'est une thématique qui est ultra intéressante. Et pour le coup, on aurait eu un contrepoint qui serait original, c'est d'avoir une créature qui poursuit Frankenstein, non pas pour lui demander de lui donner une compagne pour qu'il ne soit plus seul, mais qui lui demande de la tuer. D'autant plus que c'est un point qui est soulevé par le film au départ. Le film dit, c'est Dieu qui donne l'étincelle de vie, mais nous pouvons gérer la mort, nous pouvons dépasser la mort. Et donc ce serait d'une ironie mordante d'avoir un Frankenstein qui, à la fin des fins, peut parodier la vie, mais quand il le fait, a une créature qui lui demande la mort. Ce serait une fable particulièrement noire, mais ça pourrait marcher. Et ça pourrait motiver la créature à poursuivre Frankenstein absolument partout. C'est pas ce qui se passe, et je comprends pas pourquoi, parce que au vu de ce qui se passe dans les bois avec l'aveugle, la créature dit clairement « je veux mourir ». Donc je me suis dit, c'est ça sa motivation. Et en fait non. Je comprends pas, c'est bizarre. Et dans ce même genre, la motivation qui pousse Frankenstein à poursuivre la créature me paraît assez surprenante aussi. Dans le bouquin, les deux personnages de William et d'Elizabeth sont des liens particulièrement forts de Victor Frankenstein. Le premier est un enfant, et la seconde, c'est, comme on l'a dit avant, son ami d'enfance, son amoureuse, la femme de sa vie, c'est son tout, en fait. Donc quand il les perd, il y a de quoi avoir envie de poursuivre la créature jusqu'au pôle Nord en courant à pied, en traîneau, à bicyclette, je ne sais quoi. Ici, comme William est un frère qu'il n'a jamais vraiment aimé, d'un père qu'il a toujours détesté, et Elisabeth n'est finalement qu'une amourette intense sans doute, mais passagère, ça me paraît un peu léger pour se lancer dans la quête qu'il a, d'autant plus que William lui a dit en mourant qu'il ne l'aimait pas, et que Elisabeth l'a rejeté 2 à 3 fois, et l'a même giflé. Donc il n'y a aucun doute sur le fait que c'est mort, il ne se passera rien. Bref, on a un très bon film, qui est magnifique, qui est très bien joué, et qui a de beaux dialogues en plus, je ne l'ai pas souligné, mais qui est très très bien écrit. Par contre, en termes de thématique, je comprends pas le traitement. J'arrive pas à voir pourquoi le film fait ces choix-là, et je comprends pas bien le message final du film. Et si c'est la réplique de fin, oh allez, c'est grosse ficelle, et c'est pas très subtil, et en plus, c'est même assez bête. Spoiler ultime, donc passez à ce timecode si vous voulez pas savoir ce que c'est. La recommandation finale de Frankenstein à sa créature, c'est « Puisque tu ne peux pas mourir, vis ». Le conseil le plus con du monde. Elle ne fait que ça, de vivre, depuis le début. Ça l'a rendue malheureuse, elle recherche la mort à la base, ta créature.
Elle veut pas vivre. Enfin, c'est vraiment le conseil qui est idiot. Et c'est amené avec les grosses cordes, les gros violons. Enfin, qu'est-ce que t'as voulu faire, Guillermo? Je comprends pas. Le film est bon, hein, mais ça, vraiment, je pige pas. Bonjour! J'ai des scouts qui font bonjour. Au bout du bout, parce qu'il va falloir quand même qu'on arrive à une conclusion. Qu'est-ce qu'il faut retenir de Frankenstein en général, et du livre, et du film? Premièrement, comme je l'ai dit en introduction, j'avais tort. Frankenstein, c'est vachement bien. Que ce soit en livre ou en film, et les thématiques qu'il soulève sont intéressantes, sont toujours pertinentes aujourd'hui. Et contrairement à ce que je pensais, c'est un vrai classique qui passe très bien la barrière du temps, ce que j'avais pas compris avant, mais à culpa. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire avec le livre et avec le film? Honnêtement, pour le plaisir des yeux, regardez le film. Profitez du jeu, c'est une chose que vous ne verrez pas tous les jours, c'est clair. C'est un film ambitieux qui se veut quasiment être un opéra cinématographique. C'est de la bonne, allez-y, jetez-vous dessus et achetez le livre et lisez-le après. Si vous avez aimé ce que vous avez vu dans le film, vous aimerez très certainement le livre. Prenez simplement patience au début, jusqu'à la moitié à peu près. Vous ne le regretterez pas parce que la deuxième moitié va aller beaucoup plus vite, comme je le disais avant. Bref, Frankenstein, c'est super bon. Merci Guillermo del Toro pour son travail. Merci à vous pour m'avoir poussé à le relire. Je pensais pas dire ça. Et à la prochaine. Des bisous à tout le monde. I'll stop the fall.